Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille vive. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir Sarah Bentolila. Bonsoir Sarah. Bonsoir Yardena, bonsoir. Bonsoir à Sarah, tous. tu es docteur en pharmacie et tu pratiques la micronutrition. Et ce soir, tu vas nous partager un thème très important comme la santé, le bien-être, la longévité, comment mettre l'assiette de son côté. Tu es spécialiste et expert dans ce domaine. Ouais, je suis désolée de te déranger. Là Je avec n'entends nous. pas, je la vois parler. Merci d'être là avec nous ce soir, Sarah. Et je te Merci donne beaucoup. la parole. Merci. Attendez, je vais juste régler, refaire le petit partage. Hop, on va repartager les choses ensemble. Oh mince. Bon, les aléas du direct. Voilà. Hop, partager. Attendez. Là. Voilà. Alors, excusez-moi pour. Hop. Ouais, j'ai l'impression que non, ça bouge, mais je l'entends pas. Ah, attends, on dirait qu'elle. Voilà. C'est bon? C'est parfait, Sarah. Vous voyez? Donc voilà, comme disait, bonsoir à toutes. Donc comme disait Yardena, ce soir, on va parler de santé, de longévité, de bien-être à travers l'assiette. Donc comment mettre l'assiette de son côté. Donc euh, je vais commencer par vous donner un peu comment le déroulement de la session. Donc déjà, on va faire connaissance. Je vais me présenter. Ensuite, je vais vous faire une petite intro sur la nutrition versus micronutrition. Je pense que c'est un concept qui mérite d'être défini. On va bien sûr parler après de l'assiette gagnante avec trois grands conseils, les alliés incontournables, et puis après, on passera à une petite séance de questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, on va déjà faire connaissance. Donc, moi, je m'appelle Sarah Bentolila. Je suis, comme vous l'a dit Yardena, docteur en pharmacie. J'ai travaillé en officine, un peu en laboratoire pharmaceutique. Et puis, je suis devenue maman. Et c'est en devenant maman que j'ai commencé à m'intéresser de près à la nutrition. Quand il a fallu passer l'étape de la diversification, c'est-à-dire on passe du biberon à des petites purées, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se joue et il ne faut pas que je loupe le coche. Et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la nutrition, un sujet en appelant un autre. J'ai commencé à aller dans beaucoup de domaines. Et donc, dans la foulée, j'ai passé un DU de nutrition à la fac de médecine de Bourgogne. Et aujourd'hui, bah, mes filles, elles ont 14 ans. Donc voilà, ça fait plusieurs années que quand même je suis dans ce milieu. Et j'accueille dans mon cabinet ou en vidéo des personnes avec différentes problématiques. Donc bien sûr, beaucoup de surpoids, c'est un peu le mal du siècle, mais aussi des personnes enceintes qui ont besoin d'avoir des conseils tout au long de leur grossesse et après. Et des personnes avec des problématiques spécifiques, le diabète, les allergies, les intolérances et les problèmes cardiovasculaires. Donc, je voulais voir avec vous une petite définition de ce qu'est la nutrition et la micronutrition. Donc, la nutrition, ça parle des nutriments, c'est-à-dire tout ce qu'a besoin notre corps pour fonctionner. Donc, il y a les protéines, les glucides, les lipides. Les protéines, c'est souvent apporté par de la viande, du poisson, des œufs. Les lentilles aussi, si on veut des protéines végétales. Les glucides, bon, bah, ça, c'est les fruits, les légumes, les céréales et bien sûr toutes les sucreries. Et les lipides, c'est les huiles d'olive, de colza, les poissons gras. Et bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup les sardines et les noix de toutes formes, mais principalement les noix de Grenoble. Bon, on peut parler des noix de macadamia, du Brésil, qui sont des sources intéressantes de lipides. Alors, avant de passer aux micronutriments, qui sont vraiment le petit domaine que j'aimerais définir avec vous, je voudrais revenir sur le fait que les lipides, souvent j'entends des patientes, surtout des femmes, les hommes ils sont moins sensibles à ça, mais les femmes elles sont très sensibles au fait que les lipides c'est du gras, donc ça fait grossir, donc c'est pas bon, donc il faut éviter, donc il faut faire attention.
Non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit que le cholestérol, c'était la bête noire, qu'il fallait absolument descendre son taux de cholestérol et tout faire pour le descendre. Bon, aujourd'hui, on est un peu revenu de ça. C'est moins le cas. Je vous laisse voir la couverture du Time de 1984 qui met le cholestérol comme l'ennemi numéro un. Et puis en 2014, 30 ans plus tard, il faut manger du beurre. Donc vous voyez que là, il y a eu un changement de façon de diffuser. Les lipides, non, c'est pas des mauvaises choses. C'est sûr que c'est du gras, ça, on est d'accord, mais on en a besoin. Et à tout âge de la vie, on en a besoin pour toutes les membranes de cellules ont besoin de lipides pour le cerveau, pour les hormones, pour synthétiser même certaines vitamines et les transporter dans l'organisme. Donc, vous voyez que c'est vraiment les lipides, on en a besoin. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas rien que, par exemple, dans le cas d'enfants TDA ou TDAH, c'est-à-dire des enfants qui ont des troubles des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, on a souvent un profil des lipides, donc un profil lipidique, effondré au niveau des oméga 3. Et c'est très souvent, alors je ne sais pas si vous êtes amené à connaître certaines personnes dans ce cas-là, mais souvent, ils sont amenés à prendre des comprimés d'huile de poisson riches en oméga 3 pour justement remonter ce taux qui est effondré. Donc, il y a vraiment un lien entre les lipides et tout ce qui est mémoire, cognition, attention. Donc vraiment, il faut vraiment sortir de ce schéma gras fait grossir, on n'en mange pas. Non, non, moi je préférerais que les jeunes enfants et les enfants en général prennent un goûter avec 5 noix. J'ai pas dit 1 kilo de noix, j'ai dit 5 noix, que des biscuits hyper sucrés, des snacks hyper salés. Donc vraiment, voilà, je voulais avant de passer à la micronutrition et de définir ce qu'est la micronutrition, revenir sur ce sujet qui me semble important, sur les lipides. Les lipides, on en a besoin, quel que soit l'âge, et il faut les mettre. Alors bien sûr, il y a des lipides qui sont moins bons que d'autres. C'est sûr que les huiles rances, bon, ça au niveau nutritionnel, ça n'a aucun intérêt. Mais on ne parle pas de ça, on parle de l'huile d'olive, on parle des noix, des sardines, de tout ce qui peut apporter du bon gras. Et il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à en mettre. Je pense que les lipides aussi ont une mauvaise presse parce que si vous mangez 1 gramme de protéines ou de glucides, vous avez 4 kilocalories. Si vous mangez 1 gramme j'ai dit de protéines ou de glucides, mais c'est ça. Si vous mangez 1 gramme de lipides, vous êtes à 9 kilocalories. Donc c'est sûr que c'est plus calorique. Donc il faut jouer sur les quantités, ça c'est évident. Mais le retirer de son alimentation est, à mon avis, une erreur qu'on entend trop souvent. Et il faut sortir de ce paradigme. Vous voyez que même le Time a fait son mea culpa, donc on a de bons. Bon, c'est vraiment un mea culpa à faire. Voilà, 30 ans sont hélas passés avec de mauvaises consignes, mais maintenant on est passé à autre chose. Et aujourd'hui, il me semble que le sucre blanc, les sucreries, les bonbons, les produits ultra transformés, les sodas sont beaucoup plus dangereux pour la santé que les lipides. Voilà, petite mise au point de fait. On continue avec l'intro-science dans l'assiette. Donc, moi, je me suis définie comme micronutritionniste. Donc, la micronutrition, si vous voulez, elle descend à un niveau plus fin que, euh, que la macronutrition qui va s'intéresser que aux 3 classes dont on a parlé, protéines, lipides et glucides. Là, on va descendre à un niveau plus fin qui sont les micronutriments. Donc, il s'agit des vitamines et des minéraux. Si tout ce qui était nutriments, on en parle en grammes, les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux, on en parle en milligrammes ou en microgrammes, donc c'est très fin. Et ça comporte donc les vitamines, vous connaissez, c'est la vitamine A, tout le groupe des vitamines B, donc il y a plusieurs vitamines B, B6, B9, B12. La vitamine C, ça, tout le monde la connaît. La vitamine D, qui est appelée vitamine, mais qui est en fait plus une hormone, mais on va l'appeler vitamine. La vitamine E et K. Et en fait, chaque vitamine a une fonction spécifique. Voilà, donc toute l'importance d'avoir quand même un reflet de ce que peut être notre statut vitaminique. On va voir comment. Et les minéraux, donc calcium, magnésium, sodium, fer et zinc. Donc ça, c'est de la micronutrition. Et la micronutrition,
Elle se base beaucoup sur les données cliniques, c'est-à-dire les questions qu'on pose à notre patient pour savoir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il mange, comment est composée son assiette, mais pas que. Elle se base aussi sur les bilans sanguins. Donc le bilan sanguin, c'est une prise de sang qui permet d'explorer un peu comment ça marche au-dedans. Voilà. Donc la micronutrition, elle utilise aussi les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, souvent, les gens vous disent oh oui, oui, moi je prends plein de compléments alimentaires le matin, j'ai une poignée. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça doit marcher. Il faut essayer de détecter quel est le besoin à travers un- un questionnement. Si vraiment on n'arrive pas, parce que des fois le questionnement ne suffit pas, passer au bilan sanguin, voir ce qui ne va pas et ensuite conseiller les bons compléments alimentaires, les compléments alimentaires adéquats. Euh, je suis un peu contre la prise de compléments alimentaires à l'aveuglette. C'est un peu, je pense que c'est pas une démarche santé et il faut un peu s'éloigner de ça. Il faut essayer de se faire accompagner, de voir ce qui va pas et de suppléer si besoin. J'ai mis le bilan clinique parce qu'il y a des fois des dosages qui ne peuvent pas se faire. Par exemple, dans le bilan sanguin, on aura du mal à doser le magnésium. Donc, il faut vraiment qu'on ait un dialogue avec le patient. S'il y a une fatigue chronique, s'il est très en proie au stress, s'il a, vous savez, la petite paupière qui cligne, alors là, on peut vraiment se diriger vers un manque de magnésium et essayer de faire des cures. Le complément alimentaire a ça de différent par rapport aux médicaments, c'est qu'il est pris pendant une petite période. On ne va pas prendre 3 ans de magnésium. On va faire des cures, puis on va s'arrêter, on va revoir comment ça se passe et en reprendre éventuellement pendant des cures de 3 mois. Vous voyez, c'est pas la même façon d'aborder que le médicament. Et puis ça n'a pas du tout non plus la même. C'est fait pour restaurer un déséquilibre, éventuellement un déficit, une carence, mais c'est pas un médicament en tant que tel. Donc voilà. Euh, on va passer à ce qui doit vous intéresser particulièrement en tant que mère de famille, épouse, et puis pour vous, à l'assiette. Alors, moi, je suis convaincue que l'assiette, elle peut être un vrai apport pour la santé, une assiette vraiment gagnante. Alors, bien sûr, il n'y a pas une assiette universelle, c'est-à-dire une assiette qui va aller pour tout le monde. Non, chacun est différent. On ne pourrait pas faire la même assiette pour un adolescent qu'une femme enceinte, qu'un senior. Et j'ai même envie de vous dire, une femme qui vient d'accoucher, qui allait, et une femme qui vient d'accoucher et qui n'allait pas, n'aura pas la même assiette. Donc c'est vraiment quelque chose de très individualisé. Il n'y a pas de choses toutes faites qu'on va ressortir à chaque fois. Ça, je pense que ça, c'est pas du tout l'exercice de nutrition qui amène vers plus de santé. C'est vraiment individualisé en fonction du contexte, de la vie sociale, des pathologies, du stress, de l'activité. Il y a vraiment beaucoup de points à prendre en compte. Pour autant, si je vous parle quand même d'une assiette gagnante, c'est qu'il y a des points communs. Il y a des points fondamentaux qui amènent vers une assiette qui sera saine, qui sera équilibrée et qui vous amènera vers plus de santé, une vie plus épanouie aussi, parce que c'est vrai que quand on a une assiette qui apporte les bonnes choses, ben, on est moins fatigué, on est plus concentré, on est plus dans les choses qu'on doit faire et on gagne à tous les niveaux. Alors, le premier adjectif qui me vient en tête quand je parle d'une assiette gagnante, c'est authentique. Alors, authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est composée de produits bruts, des produits naturels, locaux, de saison, de bio aussi, si vous pouvez vous le permettre, si votre budget le permet. Évidemment, évidemment que le bio a un intérêt puisqu'il utilise quand même moins de pesticides. Donc, vraiment une assiette authentique, on achète des produits bruts. C'est-à-dire qu'on aura par exemple tendance à faire plus, à cuisiner plus des produits frais. Donc, par exemple, du poisson frais plutôt que des panés de poisson, des pommes plutôt que des compotes, des pommes de terre plutôt que des purées lyophilisées. Ça, c'est une assiette authentique. Et c'est vraiment un grand challenge aujourd'hui parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, on veut aller vite. Et donc là, vraiment, c'est retourner, peut-être profiter de cette petite parenthèse estivale pour prendre le temps de faire les courses
et d'essayer de mettre dans son assiette des choses très, très naturelles, brutes. Enfin, brut, c'est pas un très bel adjectif, mais authentique, voilà. Le deuxième conseil que je vous donnerai pour avoir une assiette gagnante, c'est d'avoir une assiette qui est colorée. Alors, une assiette colorée, manger des couleurs. Alors, ça veut dire quoi manger des couleurs? Ça veut dire que on va mettre l'accent sur la diversité. Une assiette qui est gagnante, c'est une assiette qui a différents composants. C'est une assiette qui est variée et qui a des couleurs. Donc, les couleurs, vous allez les trouver dans dans les fruits, dans les légumes. Ça peut même être un petit jeu marrant d'essayer de donner comme exercice à vos enfants, voilà, fais-moi une assiette orange. Donc voilà, moi j'ai déjà essayé. Il est ressorti que la protéine, c'était du saumon, que les légumes, c'était des carottes râpées, et que le côté un peu féculent, un peu, qui donne un peu de l'énergie, c'était la patate douce. Bon. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pas vraiment de faire forcément une assiette colorée. Bon, ça, c'est un petit jeu à faire avec les enfants. Vous pouvez le faire. Bon, je ne sais pas si vous allez trouver forcément des protéines vertes, j'espère pas, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant quand je parle de coloré, c'est que l'assiette, elle est plusieurs couleurs et qu'on varie les couleurs. Donc, on peut avoir du rouge qui est, comme dans la tomate, riche en lycopène, qui est un très puissant antioxydant. Donc, les antioxydants, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils vont lutter contre les radicaux libres et ils vont lutter contre le vieillissement. Donc là, vraiment, quand vous mangez par exemple, une sauce tomate revenue avec des petits oignons, mais faite maison, vous dégagez, donc vous gardez la tomate avec sa peau, elle dégage le lycopène, et là, vous êtes dans une démarche santé. Bon, c'est tout simple, mais faut le faire et on gagne beaucoup. Dans le verre, il y a par exemple les brocolis. Bon, je suis d'accord que c'est plus facile d'en manger en Eretz où ils sont surveillés, bien surveillés qu'en France, mais il y a d'autres légumes verts quand même en France. Par exemple, les brocolis sont très riches en vitamines K et C. Donc tout ça, c'est des antioxydants. Donc vraiment, vous mettez des bonnes choses dans votre assiette, des antioxydants qui permettent, ouais, voilà, comme je vous disais, de retarder quelque part le vieillissement, hein, entre guillemets. Quand vous mettez des produits qui sont colorés en orange, en jaune, vous avez des poivrons, des carottes. Ça, c'est très riche en bêta-carotène. Et d'ailleurs, à l'approche des vacances, c'est vrai que souvent les gens font des cures de jus de carotte pour justement, ça protège la peau et puis ça lui permet de bronzer plus vite. Donc voilà, c'est par exemple orange et jaune, dites-vous que vous jouez sur la qualité de la vue, de votre vision, et sur la qualité de la peau. Donc c'est vraiment avec peu de choses, vous arrivez à mettre beaucoup dans votre assiette. Excusez-moi. Voilà. Une assiette gagnante, ce sera également peu ou pas d'aliments ultra transformés. Bon, moi, je préférerais dire pas, mais bon, peu, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi? Parce que bon, en fait, il y a des produits ultra transformés vraiment partout, dans tous les rayons. Au niveau nutritionnel, ça en fait pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est aucun. Donc, vous mangez des calories vides, des aliments qui ont perdu leurs nutriments parce qu'ils ont été craqués, comme on dit, c'est-à-dire vraiment leur matrice, elle a été explosée par des processus industriels. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ils ont en plus du gluten, du sucre inflammatoire. Bon, enfin, vraiment, c'est pas, il n'y a rien à y gagner. Et ils sont bourrés d'additifs. Donc les additifs, on en a quand même beaucoup parlé dans les médias. On va y revenir. Mais c'est vrai qu'à terme, consommer beaucoup de E600, E200, ce que vous voulez, c'est ni bon pour la santé et ni bon pour le moral, hein. Donc voilà. Donc vraiment, ceux-là, ils sont à éviter. Dans une assiette gagnante, il n'y a pas de produits ultra transformés. Je parle de produits ultra transformés, c'est des produits industriels. Donc, tout ce que vous pouvez ouvrir et mettre directement dans l'assiette, c'est de l'ultra transformé. Voilà. Bon, le produit industriel me convient aussi, mais j'ai plus tendance à parler de ultra transformé parce que c'est tout ce qu'on leur fait subir dans l'agroalimentaire qui ne convient pas.
Sur la santé, ça t'intéresse. Non, non, mais, Voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout... parce que là, j'ai mis les diapos, mais je ne sais pas si elles apparaissent bien. Est-ce que... Tout est parfait, Sarah. Ok, merci, merci à Yardena. Donc voilà, donc pas d'ultra transformé, ça aide à avoir une assiette gagnante. C'est-à-dire que quand vous faites une assiette pour votre santé, elle doit être équilibrée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fatiguer à acheter des produits bruts pour les mélanger à des produits ultra transformés. Donc on essaie de faire quelque chose qui a un sens et on va vers des produits authentiques, colorés, mais pas ultra transformés. Dans les ultra transformés, il y a bien sûr tout ce qui est soda. Donc ça, c'est des calories qui sont bues et ça va très vite. Le compteur des calories il monte très vite avec les boissons. Et au niveau nutrition, santé, il n'y a pas vraiment de grand intérêt à faire ça, à boire ça. Bon, ça peut rester occasionnel, pour un kiff, mais pas au quotidien. Euh, alors oui, je vous parlais des additifs. Donc je vais m'intéresser à un. Bon, il y en a beaucoup, mais voilà, on va pas parler des additifs, c'est pas le sujet de ce soir. Je vais juste vous sensibiliser au fait que le glutamate, c'est un additif qu'on le retrouve dans beaucoup de produits ultra transformés. Des fois, l'industriel ne souhaite pas mettre glutamate parce que c'est vrai que quand on lit glutamate, bah, si on sait un peu tout ce que ça peut faire, on va avoir envie de reposer le paquet. Donc, il ne va pas nommer spécifiquement l'additif comme ça, il va mettre un chiffre, E620. Donc, les E620 à 625, donc il y en a quand même pas mal, 620, 621, 22, 23, 24, 25, tout ça, ça contient du glutamate. Alors, le problème du glutamate, c'est un neurotoxique. C'est un toxique pour le cerveau. Donc, on le retrouve dans les sauces soja, dans les soupes instantanées, dans les apéritifs, les snacks, snacks salés, et dans les nouilles instantanées. Bon, là, je sais que c'est une période de vacances. On peut être en déplacement, avoir besoin de se faciliter la vie avec des nouilles toutes prêtes. Bon, éviter quoi. Éviter. Peut-être qu'un peu de pain complet et un peu de fromage fera l'affaire. Hein. En plus, bon, dans les produits ultra transformés, tout le monde en mange. Les enfants, c'est facile, on ouvre, on donne. Les actifs n'ont pas le temps de cuisiner, les seniors n'ont plus envie de cuisiner, donc tout le monde en consomme. Bon, bah, ça fait pas mal de, de choses qui ne sont pas vraiment dans le sens d'une démarche santé. Voilà. En plus, il y a un petit truc qu'on oublie de dire, enfin les industriels ne veulent pas trop le dire, c'est que quand ils mettent un E dans un produit, il n'est pas nocif. Ouais, il est pas nocif, sinon il ne serait pas dans la composition du produit. Donc ça, c'est ce que vous disent les industriels. Oui, mais de toute façon, ce E, il est sans danger. Certes, il est sans danger dans ce produit-là pour une portion mais on ne sait pas ce que fait un cocktail d'œufs, c'est-à-dire si vous mélangez différents snacks, il va y avoir différents œufs, et on ne sait pas ce que ça fait dans le corps. Ça, on n'a pas d'études. D'autre part, on ne sait pas non plus ce que fait ce œuf dans notre corps quand on prend une part plus importante que celle qu'il conseille dans l'étiquette. Donc voilà, vigilance quand on veut essayer de manger sainement, de faire attention et d'être en bonne santé, parce qu'il n'y a pas toujours de perte de poids, on n'est pas forcément toujours dans ça. On l'est souvent aujourd'hui, mais on n'est pas forcément. On peut avoir aussi une démarche qui veut avoir une santé pour bien vieillir, pour être en forme longtemps, quoi. Donc tout ça, c'est des choses à éviter. Bon, voilà. Nous allons passer maintenant à la partie des alliés, parce que regardez le plat de façon isolée ne suffit pas. Le plat, c'est une chose, hein, c'est sûr, les assiettes, comment est composé, comment sont faites, comment on fait les courses, comment on cuisine, comment on assemble, comment on met ensemble, ça c'est sûr que ça a toute son importance. Mais il y a quand même plein de paramètres autour de l'assiette qu'il faut prendre en compte et on est vraiment complètement obligé de leur accorder leur place. Donc moi, je parlerai de timing, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut manger des aliments plus que d'autres moments.
Donc, bien sûr qu'on essaiera d'avoir une prise de repas à heure fixe. On mange pas à toutes les heures. Bon, c'est dommage, hein. Mais non, on essaie d'être régulier, c'est-à-dire on a des horaires et on essaie de les garder d'une journée à l'autre. Alors, plus ou moins, hein. Là, je sais qu'avec les vacances, des fois même avec le travail, on peut pas être, on n'est pas avec un chronomètre, mais on essaie quand même d'avoir une prise des repas à heure régulière, ce qui va avoir un effet très bénéfique puisque ça va permettre de réguler la faim. C'est-à-dire qu'après, vous allez voir qu'en fait, le ventre, il va gargouiller toujours un peu aux mêmes heures. Et c'est les heures, plus ou moins 10, 20 minutes, un quart d'heure, ça dépend, où vous devez manger. Donc ça, au niveau de la régulation de la faim, de la satiété, comme on dit, c'est très intéressant de pouvoir mettre, comme c'est possible, mais il faut quand même y aspirer, d'avoir une certaine routine dans la prise des repas, quelque chose de régulier. Euh, alors ensuite, ça je vais aborder un sujet qui plaît pas tellement aux Français, il plaît plus aux Anglo-Saxons, mais aux Français ça plaît pas tellement. C'est le moment où on mange les aliments. Alors j'aborde le sujet du petit déjeuner, je suis obligée. Bon, ça va pas forcément plaire, mais je préfère en parler. Le petit déjeuner, il doit. Alors on s'intéresse. je- Comment vous expliquer? L'heure à laquelle vous prenez votre petit déjeuner, que ce soit 8 heures, 9 heures, 10 heures, du moment que vous êtes régulier dans ça, bon, comme on vient de le dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une heure où il faut manger. Il faut avoir pris son petit déjeuner à 8h30, sinon ça va pas. Non, il n'y a pas. Chacun s'adapte. Et si vous êtes habitué à manger à 9 heures après avoir déposé les enfants à l'école, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Moi, mon problème, il ne se situe pas là. Il se situe sur ce que vous allez mettre en bouche, la première mise en bouche de la journée. Alors, la première mise en bouche de la journée, elle doit être protéinée, pas sucrée, et elle peut être avec du gras, les fameux lipides. Bon, je sais que les Français, ils ont du mal. C'est compliqué de quitter les biscottes, la baguette et les viennoiseries, les céréales hyper sucrées. Mais franchement, dans une démarche santé, il faut vraiment que cette première mise en bouche, elle soit protéinée. Gras, c'est bien, hein, si vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive, pourquoi pas, mais vraiment protéinée, voilà, et pas sucrée. Bon, je sais que c'est bon, c'est tout un changement, mais c'est possible, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on préconisera? Bah, on va préconiser plutôt des œufs sur le plat, une petite salade, tomate, concombre, éventuellement huile d'olive. Et si vous avez encore faim, du pain complet, des biscottes aux céréales. Bon, ce qu'il faut, c'est varier. C'est-à-dire que là, je vous ai donné un exemple. Je pourrais vous dire aussi biscottes au sarrasin avec une petite pâte à tartiner d'amandes ou du houmous. Tout ça, c'est riche en protéines. C'est bien, hein. Voilà. Mais je sais que quand on a un public anglo-saxon, américain, israélien, et c'est plus simple pour eux de passer ce cap parce qu'ils ont plus l'habitude. Ils sont pas attachés à leur viennoiserie, ils sont moins, il n'y a pas tout ça. Donc, le switch peut se faire plus facilement. Bon, les Français, ils ont plus de mal, mais je pense qu'il faut qu'on y arrive, qu'on laisse vraiment tomber les céréales hyper sucrées, très, très transformées pour commencer la journée. C'est pas l'idéal. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent, oui, mais ça leur permet de prendre quand même un petit déjeuner. Ouais, il faut quand même leur expliquer que bon, il y a peut-être mieux à manger. Et parce que bon, évidemment que si très tôt on les habitue à du très sucré dès le réveil, ils vont avoir un palais qui va rechercher le sucré et on n'est pas dans une démarche santé quand on fait ça. Voilà, donc bon, c'est un sujet brûlant pour le français, cette histoire du petit déjeuner. Mais je dois vous le dire que la démarche santé, elle est comme ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui s'inquiètent quand, par exemple, ils n'ont pas faim le matin. Bon, moi, je vous avoue que j'ai pas envie de, comme me dit mon rave, que je salue d'ailleurs, qui je souhaite une bonne santé. On n'a pas à forcer les autres. On se force soi, mais on ne force pas les autres. Donc, la personne qui n'a pas faim, qui ne ressent pas le besoin de manger dès qu'elle est levée, bon, bah, elle décale. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ça dépend si elle a mangé tardivement
La nuit précédente, le jour précédent, bah, peut-être qu'elle a moins faim. Bon, si c'est pas dans ça, il y a des familles qui ne déjeunent, qui ne prennent pas de petit déjeuner. Au final, bon, bah, il commence quand la faim se fait sentir. Il n'y a aucun problème avec ça. Je parle des adultes, je parle pas des enfants. Les enfants, c'est quand même intéressant qu'ils aient un petit déj avant de partir à l'école et protéiné. Mais pour l'adulte, j'aurais envie de vous dire, bon, oui, il y a des personnes qui ne prennent pas de petit déj, qui commencent leur premier repas à midi. Ils sont un peu en état de jeûne intermittent, de fasting malgré eux. Pourquoi pas? J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'essaie de voir quel peut être le rythme le plus intéressant pour chacun. Il n'y a pas, bon, voilà, tant qu'il y a au moins 2 ou 3 repas dans la journée, pour moi, il n'y a pas. Si la personne ne ressent pas du tout le besoin de manger le matin, franchement, tant que c'est un adulte, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Ah oui, dans le timing, je voulais aussi voir. Donc, bon, j'ai pas beaucoup développé tout ce qui est glucidique. Bon, les glucides, c'est vrai que c'est pas des aides à l'amaigrissement, c'est pas des aides au maintien du poids. Que le sucre appelle le sucre, donc c'est compliqué. Une petite astuce qui peut aider, c'est de prendre le carreau de chocolat noir. Bon, j'aime bien le carreau de chocolat noir ou la petite douceur en fin de repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez bénéficier du repas. Tout ça va se retrouver dans l'estomac. Et donc, en fait, l'apport sucré va quand même être moins fort, ça va être dilué. Et on va éviter ce qu'on cherche absolument à éviter en nutrition, c'est les pics de glycémie. Voilà, les pics de glycémie, vous savez, c'est un peu comme des vagues, ça monte, ça descend. Quand c'est en haut, vous êtes en forme. Quand ça redescend, vous êtes fatigué et vous avez envie de remanger du sucre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de couper au plus vite. Là, alors moi, je n'interdis pas le sucre. Bon, c'est sûr que quand il y a beaucoup de poids à perdre, il faut à un moment donné se dire qu'on va freiner l'apport en sucre, évidemment, évidemment. Mais pour une personne qui aurait un poids stable, un petit carreau de chocolat de temps en temps à la fin du repas, pas pris isolément, pas pris comme ça reste une bonne chose. Alors, oui, alors ça, je suis obligée d'en parler aujourd'hui. C'est manger en pleine conscience. Donc ça, c'est vraiment un allié incontournable d'une recherche de santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est concentré sur ce qu'on fait, sur le moment présent. C'est l'inverse de manger nerveusement, avec des nerfs. On ne sait pas ce qu'on fait, on mange. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup les écrans. Les écrans, ils captent l'attention, ils dispersent. Donc, on essaiera le plus possible, vraiment, vraiment, d'être focus sur ce qu'on fait, d'essayer d'éviter les écrans, la lecture. Bon, voilà, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas forcément les écrans, il y avait plus les livres. Donc, même la lecture, non. On essaie d'être assis, d'être à table. Je parle surtout aux jeunes mamans. On n'a pas le bébé en bandoulière, là, comme ça, et puis on essaie de manger, non. On essaie vraiment d'être à ce qu'on fait. Voilà. Et on évite, bien sûr, les plateaux télé qui, eux, ne vont pas regrouper forcément des bonnes choses. Qui dit plateau télé dit qu'on mange souvent avec les doigts, devant la télé ou devant une série, je ne sais quoi, on est absorbé. Donc, c'est pas vraiment la bonne idée. C'est important d'être très, très focalisé sur ce qu'on fait. Bon, alors, il peut y avoir un fond sonore. Vous pouvez évidemment, fond sonore, je pense plus pour les personnes qui sont seules. Bon, bah oui, évidemment. Mais ça reste aussi un moment de partage, un moment où vous pouvez discuter. Mais voilà, pas de dispersion, pas de choses qui vont vous capter l'attention au point que si on vous demande de raconter ce que vous avez mangé, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous demander de raconter ce que vous avez mangé, hein. C'est surtout bon, les nutritionnistes que ça intéresse, donc moi en particulier. Mais il faut vraiment que quand je vous demande ce que vous avez mangé, vous puissiez me le dire. Alors, pas remonter à 10 jours, mais le repas du soir, si vous venez me voir le lundi matin, il faut que dimanche soir, vous sachiez un peu me dire ce que vous avez mangé. Et quand on mange en pleine conscience, on arrive à le dire. Quand on est dispersé avec le portable, les cris, les enfants, la télé et le téléphone qui sonne, c'est plus compliqué. Et ça, vraiment, c'est embêtant à plusieurs niveaux.
C'est que quand on est dispersé, bah, déjà, on mastique moins bien. Donc, c'est vrai que mastiquer, bon, c'est quand même un tout santé pour la digestion, pour mieux, pour avoir moins de ballonnement, pour avoir une digestion efficace. Donc, il faut apprendre à mastiquer. Et, euh, et aussi, alors attendez, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, mastiquer. Donc, importance de la mastication et aussi importance d'être à ce que l'on fait pour savoir, parce qu'en fait, le corps envoie des signaux de rassasiement. Si vous êtes occupé à faire les maths du petit dernier, à éteindre la casserole et à répondre au téléphone, vous n'allez pas, vous aurez ces signaux, mais vous n'allez pas les capter. Donc, c'est embêtant par rapport à ça. Et alors qu'au contraire, si vous vous mettez dans une démarche où vous êtes à ce que vous faites. Vous allez avoir les bons signaux du corps. Le corps, Baruch Hashem, les choses sont bien faites. Il vous envoie les bons signaux au bon moment et vous savez vous arrêter. Et on remarque vraiment, ça c'est assez étonnant, que les gens qui mangent voilà, en pleine conscience, ils ont ces signaux-là, ils sont rassasiés, ils savent quand s'arrêter, ils sont dans ce qu'ils font et c'est une démarche gagnante. Voilà. Alors ensuite, on va parler, et là j'en reviens, je vais arriver aux deux derniers points qui sont pour moi très importants. C'est le sommeil. Le sommeil, et on parlera ensuite de l'activité physique et de la non-sédentarité. Donc le sommeil, bon, alors c'est un peu pareil que le focus, c'est que comme maintenant il y a des portables qui sont très présents, omniprésents, même dans le lit, on peut les... Le portable, il a ça de très bien, qui peut vraiment bouger avec nous partout. Bon, bah, ça perturbe bien sûr le sommeil. Donc pour un adulte, il n'en reste pas moins que c'est de 7 à 9 heures de sommeil. Alors la question de savoir si on a bien dormi, bon, moi pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose. La véritable question, c'est comment vous sentez-vous quand vous vous levez? Par exemple, une personne qui vous dit bah, j'ai dormi, ouais, bon, mais je me sens fatiguée au lever. Bon, bah là, c'est qu'il y a un problème. Alors, soit elle n'a pas dormi assez, soit elle a une qualité de sommeil pas très bonne. Donc, elle se réveille, elle est fatiguée. Moi, ce que j'aime bien quand il y a la possibilité de le faire avec mes patients, c'est que j'essaie d'analyser un peu comment ça se passe les week-ends, les vacances. Est-ce qu'ils se réveillent toujours plus tard ou est-ce qu'ils arrivent à maintenir un certain rythme de sommeil comme la semaine? Par exemple, une personne qui se réveillerait très tard le dimanche à 11 heures midi, bah, vous pouvez être sûr qu'elle manque de sommeil en quantité la semaine. Et ça, tout ça, si le sommeil n'est pas au rendez-vous, si les heures ne sont pas faites, si la qualité du sommeil n'est pas là, on va avoir des fringales sucrées, on va avoir des envies de salés, de produits ultra transformés. On va avoir plus de mal à prendre des décisions, ça va avoir des conséquences sur l'humeur. Donc vous voyez que quand on parle du sommeil, on parle de la santé et on parle aussi de l'assiette, du maintien du poids. C'est aujourd'hui ne pas parler de sommeil quand on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est à mon avis une erreur. Il faut le faire. Il faut essayer de voir, d'investiguer, de poser des questions. Bon, maintenant avec les montres connectées, vous pouvez avoir une idée des phases de votre sommeil. Ça vous donnera un peu les qualités du sommeil. On recherche des phases de sommeil profond qui sont des phases de récupération du corps. Ça peut être des aides, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous ayez tous une montre connectée pour regarder comment il est votre sommeil à tout prix. Mais ça peut être des aides. Et quand on a un sommeil de qualité et en quantité suffisante, on est dans une démarche santé. Vraiment, vraiment, on est dans une démarche santé. Et chez les patients que je suis, c'est très, très rare qu'il n'y ait pas de problème de sommeil. Il y a des problèmes dans l'assiette, mais il y a aussi des problèmes de sommeil. Voilà. Alors, les petits conseils qu'on peut vous donner pour améliorer la qualité, c'est bien sûr d'essayer, comme les repas, d'avoir un peu chaque jour une certaine régularité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas avec le chronomètre, mais quand même, on surveille. On essaie d'avoir toujours un petit rituel. Voilà, le rituel, il n'est pas que pour les enfants, il est aussi pour les adultes. Et on essaie, comme ça, on gagne, on régule notre horloge biologique. Et en fait, dès qu'on a plus de régularité,
l'endormissement ne devient plus un problème. Voilà. Ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de dîner suffisamment tôt et d'éviter bien sûr tout ce qui est excitant, donc le café et l'alcool. C'est à partir de 17h, 18h, chacun suivant comment il réagit. On va essayer d'éviter de faire des choses, de boire des boissons qui ont tendance à donner de l'énergie. Et moi, je conseille à mes patients d'éteindre et de s'éloigner des écrans 1 heure avant d'aller dormir. Voilà. Il faut savoir que les écrans, c'est de la lumière bleue, que la lumière bleue, elle permet pas à l'hormone du sommeil de se synthétiser, la fameuse mélatonine dont vous avez dû entendre parler, et que tout ça, ça crée des dérèglements au niveau des hormones, et que après on arrive à un véritable problème d'endormissement, de qualité de sommeil, de quantité de sommeil, on n'y est pas. Et c'est vrai que tout ça, ça va pas dans une démarche santé parce que ça fait beaucoup trop de troubles de l'humeur, de troubles de fringales. Et il faut vraiment, vraiment ce paramètre-là, je crois qu'il est très, très important à prendre en compte dès le plus jeune âge, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les enfants se couchent aussi très tard. Ils sont très captés par les écrans, captés par les jeux vidéo. Et il faut essayer dans une démarche de toujours de bien-être, de santé, de longévité, de vraiment travailler ce paramètre-là. C'est un paramètre qui n'est pas lié directement à l'assiette, qui est lié indirectement, mais avec beaucoup de force. Le dernier allié, c'est l'activité physique. Alors, avant de parler d'activité physique, sport en tout genre, je voudrais vous dire que des fois, c'est pas possible de mettre en place une activité physique tout de suite. Soit il y a des douleurs, soit il y a beaucoup de kilos, donc, la personne ne souhaite pas tout de suite se mettre en activité. Donc, dans ce cas-là, euh, ça va se faire, ça va venir. Il ne faut pas forcer, comme je vous disais, mais il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sédentarité. Sédentarité, c'est quand vous restez 2 heures sans trop bouger votre corps. Vous êtes ou au bureau ou sur le canapé. Donc, il faut quand même éviter ça. Moi, j'aime bien conseiller à mes patients, je crois qu'il y en a beaucoup qui, depuis qu'ils me connaissent, ont mis des podomètres ou acheté des podomètres. Et j'aime bien conseiller de faire, comme c'est possible, mais 10 000 pas par jour, ça reste une bonne activité. Si vous en faites 8 000, bah, vous essayez le lendemain d'en faire un peu plus. Bon, voilà. Donc ça, c'est en l'absence de pratique sportive, mais c'est vraiment tout le temps. Essayez de marcher à votre rythme. Hein. C'est pas, on est dans du doux. Et encore plus quand vous voulez rééquilibrer votre poids, quand vous ne pouvez pas faire de sport pour une raison ou une autre. Quand même maintenir une activité tous les jours. Vous essayez d'oublier les ascenseurs et les escalators pour prendre les escaliers. Vous essayez d'oublier la voiture, surtout quand c'est un déplacement proche de la maison ou qui ne nécessite pas beaucoup de voitures. Alors, vous essayez d'aller à pied. Si vous prenez les transports, bah, peut-être essayer de descendre une station avant. Bon, enfin, voilà, on peut trouver des choses qui vont vous aider à ne pas rester sédentaire. Dans un deuxième temps, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que la personne, elle est délestée de quelques kilos, elle se sent mieux, et bah, elle va parler naturellement d'une activité physique. Elle va vouloir pratiquer du sport. Alors oui, bien sûr qu'on conseille de pratiquer une activité physique, même si pour nous, des fois, les mamans, les enfants, c'est déjà une grande activité physique, mais essayons de rajouter du sport en dehors d'eux. Donc, on va gagner en santé, en gestion du poids, en bien-être, hein, ça c'est sûr. Donc, bon, moi j'aime bien conseiller des choses douces, aquabiking, c'est-à-dire du vélo dans l'eau, du pilate, du yoga. Voilà. Après, chacun trouve l'activité qui lui convient. Ce qu'il y a de bien dans le sport, et je passe à ma dernière slide, c'est que quand vous pratiquez du sport, il y a des endorphines qui se créent, l'hormone du bonheur. Et donc, on aurait envie de vous dire, une séance de sport en amène une autre. Et c'est vrai que souvent, vous voyez que les gens qui n'ont jamais fait de sport n'ont pas tellement envie de s'y mettre. Et que quand ils commencent, bah ouais, une séance en appelle une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a ces endorphines, ces hormones du bonheur qui sont synthétisées, qui vont jouer sur le stress.
sur l'humeur, sur la qualité du sommeil et qui vont avoir quand même un effet bénéfique sur la maîtrise du poids. Voilà. J'en ai fini pour mon intervention. On peut peut-être, Yardena, si tu veux bien passer aux questions. Merci tout d'abord, Sarah, pour cette présentation exceptionnelle. Vraiment, je trouve que c'est un Merci. beau cadeau que tu as offert aux femmes. Est-ce que tu voudrais te départager comme ça, on te voit plus? Ouais, ouais, bien sûr, évidemment, évidemment, tu as raison. Le Alors, on va voir. Attends. très beau cadeau que tu as offert à la communauté du wellness et à toutes Ouais, les femmes présentes, merci. à toutes les Attends. participantes. C'était vraiment très riche. Je trouve que c'est waouh, c'est magnifique. Je te remercie Ouais, infiniment pour cette belle présentation. Et on va donner la voilà. parole aux participantes qui voudraient te poser des questions en Bien direct. sûr, bien sûr, bien sûr, Euh, bien sûr. la réactivation du micro. Donc, vous avez la possibilité, si tu peux encore, voilà, Voilà, super, j'arrête. parfait, C'est bon. c'est génial, infiniment, Sarah. Voilà. Euh, Yardena, tu peux juste préciser que les slides, elles sont disponibles. On va les mettre. Voilà, elles seront disponibles. Vous pourrez les consulter et puis il n'y a pas de problème. Voilà, avec grand plaisir pour le partage. C'est la dernière conférence de l'année, là, avant les vacances. Donc voilà, bah écoutez, merci, très Sarah, contente. vraiment Voilà. infiniment d'avoir offert tout ça sur un plateau d'argent, des années de travail, d'expérience, sur un Ouais, plateau d'argent pour le bonheur des femmes juives. Donc, alors, vous pouvez ouvrir vos micros pour les questions en direct avec Sarah. voilà. Je voulais simplement je ne l'ai pas fait, mais je dois le faire. Remercier bien sûr Yardena et son équipe. Son équipe, je pense à Audrey, à Aurélia, à toute l'équipe qui fait dans la communauté un beau travail pour les femmes. Et je crois que c'était important de le dire. J'ai eu, bien sûr, je crois que dire merci, c'est pas suffisant, mais je vais quand même dire merci à mon mari pour toute son aide. J'ai pu compter sur lui de façon très, très proche, très précise, et j'en remercie. Quand tu dis que la conférence a été faite sur un plateau d'argent, bah, il en a une grande part. Voilà. Et je remercie aussi mes enfants qui ont été très, très, très conciliants ces derniers temps. Et je vous remercie toutes parce que c'est vrai que c'est la pause estivale. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter, de passer du temps à parler de sujets qui remettent en question. Ça, c'est sûr que l'assiette, c'est un sujet, bon, j'ai encore employé un anglicisme très touchy. C'est pas évident de parler de l'assiette. Il y a toute l'éducation, tout le passif, tout. Bon, donc c'est vraiment, je prends conscience que c'est pas un sujet aussi anodin, aussi léger que ça. Mais voilà, je vous remercie d'avoir pris ce temps à m'écouter et j'espère que ça vous a donné des clés pour peut-être initier des choses pendant les vacances, bien sûr. Merci beaucoup, Sarah. Vraiment, merci infiniment pour tout ce Avec travail. plaisir. Avec plaisir. Tout tellement clair, Bonsoir. tellement précis. Donc, on laisse la parole. Voilà, Ouais. il y a, dites votre nom et vous pouvez poser. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Yehoudi. J'ai trouvé votre cours très, très intéressant, comme Merci. d'habitude, sur le wellness. Vous parliez d'activité physique. Je me suis Oui. mise il n'y a pas longtemps au vélo d'appartement et j'avais entendu que c'était bien de faire du vélo d'appartement en soirée avant de dormir. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que après, alors sur ça, j'ai pas vraiment de choses à vous dire. Est-ce que ça vous empêche de dormir, cette activité? Est-ce que vous sentez que votre sommeil, il est chamboulé suite à une séance de Ben, en fait, vélo? j'ai pas encore essayé parce que je savais pas si c'était bien ou pas. Moi, j'en fais le matin. J'en fais une demi-heure le matin, mais j'avais entendu que c'était bien d'en faire le soir et que ça aidait pour l'endormissement. Est-ce que Oui, vous oui, bien sûr que confirmez? ça peut aider, ça peut aider. Après, je vais vous dire, il y a vraiment une variation entre les personnes. Donc, vous donnez une réponse catégorique, non.
Il faut que vous essayiez. De toute façon, on va préconiser des séances plutôt douces, surtout le soir. C'est-à-dire, on va pas mettre un truc hyper intensif, ça, ce serait pas une bonne idée. Ouais. On va rester dans du doux. Vous pouvez très bien, si par exemple certains matins vous n'avez pas eu le temps de faire votre séance parce que vous êtes occupé dans différentes tâches, mettre une séance douce le soir. Alors j'entends par doux, c'est assez facile pour se repérer. C'est que quand vous êtes en train de faire votre vélo d'appartement, si quelqu'un rentre dans la salle, dans la pièce où vous pédalez et qu'elle vous pose des questions ou qu'elle veut entamer une conversation avec vous, vous pouvez lui répondre. Vous n'êtes pas au point de rechercher votre respiration et de ne pas pouvoir parler. Donc, ce que j'entends par D'accord. doux, modéré, c'est ça. Il faut que vous fassiez, vous essayez D'accord. et vous voyez D'accord. si les gens, bon, aiment bien commencer par une séance avant de commencer leur journée. Euh, bon, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de cas différents qu'il faut essayer, voir. Si ça chamboule votre D'accord. sommeil, alors essayez de l'éviter et passez plutôt au matin. Si ça n'a pas d'impact sur votre sommeil ou qu'au contraire, ça vous aide à mieux dormir, alors yours, bien sûr, allez-y, D'accord, merci beaucoup. J'ai avec plaisir. aussi, j'ai une deuxième question. En micronutrition, je sais que Ouais, c'est important la boisson, de boire de l'eau. bien sûr. Euh, J'avais entendu que c'était bien de boire un grand verre d'eau le matin. Alors, est-ce que Ouais. c'est vrai ou pas? De pas boire d'eau pendant les repas, mais plutôt Alors, loin des repas? alors regardez, ça, c'est pas vraiment de la micronutrition, c'est de la chrononutrition, c'est-à-dire quand est-ce qu'on met les D'accord. choses. J'avoue que le grand médecin de la chrononutrition, c'est le docteur Delabosse. Bon, moi, je n'ai pas ces principes-là. Vous pouvez boire un verre à température ambiante quand vous vous réveillez, ça, c'est pas un problème. Après, ne pas boire pendant le repas, non, moi, j'avoue que non, 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 je conseille pas comme ça. Vous faites à l'envie. Si il n'y a pas, non, boire pendant le repas pour moi ne pose pas de problème. C'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs, vous voyez que chez les Japonais, qui sont de grandes références en matière de longévité, ils boivent des thés chauds pendant le repas. Donc ça, c'est des courants, c'est des écoles. On les suit pas. Moi, je ne suis D'accord. pas. Je fais du timing, comme vous avez vu dans la présentation, mais pas celle-là. Oui. Donc, vous voulez commencer votre journée par un verre d'eau, ok. Vous voulez en boire pendant les repas, il n'y a pas de problème non plus pour moi. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. Très bonne soirée. Bonne soirée. J'ai reçu des questions, Sarah. Juste, voilà. Il y a quelqu'un qui demande quel complément alimentaire prendre pour une activité cérébrale intense. Bon, ouais. Alors c'est au cas par cas. Faut voir ce que ça veut dire D'accord. activité cérébrale intense. Il n'y a pas de souci. Euh, Comme j'ai expliqué, moi, D'accord. j'aime pas faire à l'aveuglette, mais c'est sûr qu'on peut donner des pistes. C'est sûr que des compléments alimentaires à base de magnésium peuvent aider. Que, comme je l'ai dit dans la présentation, tout ce qui est à base d'oméga 3 joue sur tout ce qui est cognitif, donc c'est bon. Il y a un panel assez large, il faut voir avec le dossier clinique, le bilan sanguin, et puis l'activité, qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour pas rester avec une main remplie de compléments alimentaires. C'est pas, voilà, j'ai beau être pharmacienne, j'ai pas de plaisir à donner trop de choses non plus. Donc c'est une analyse, magnésium, comme je vous disais, oméga 3, tout ça, c'est des choses qui ont un bon impact sur le cognitif. Donc sur tout ce qui est mémoire. Merci infiniment, vraiment. Y a-t-il Avec une dernière plaisir. question, Sarah? Ouais, ouais, oui, oui. Allez-y. De toute façon, Yardena, s'il y a d'autres questions, tu pourras me les faire passer. Tu peux Transmets tes coordonnées. également. Voilà, il Voilà. y a le site aussi, donc le faire passer et puis on essaiera de répondre. S'il y a une autre question, oui, oui, il n'y a pas de problème. Ben, voilà, je pense que on a, D'accord. grâce à avec cette conférence tellement bien préparée, que ben, tout est clair. Et en tout cas, si je reçois des questions ou une demande de tes Bien sûr. contacts, je vais faire tout. Merci Bien sûr. infiniment, Sarah. Tu as été très Merci. active Merci, pour merci. le web, très encourageante. Tu as écrit un très bel article dans le magazine. Tu es venue à la retraite.
nous offres une conférence et tu te joins dans les moments de ressources de l'équipe. Merci beaucoup, Sarah. Avec Et plaisir. puis, merci à toutes les participantes. Nous avons fait une année très riche. Et si Dieu veut, on reste en contact pour des nouveaux projets pour l'année prochaine, si Dieu veut. Avec plaisir, avec plaisir. Des bonnes nouvelles. Merci. Très bonne soirée. On peut faire Très les bonnes Lounis- vacances à tous. si on peut faire les Lounishmat, Bien euh, sûr. Anaël, Myriam Badberouria. Voilà, ce soir. Amen. Amen. Se Voilà. reposer. Alors, des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles, très bonne soirée, des bonnes vacances. À bientôt. Amen. Bye bye.